Bonjour tout le monde, voici la vidéo résumée du chapitre 5, première partie sur l'électricité. On commence le chapitre avec la charge électrique. Donc les charges électriques, il en existe deux, la charge positive et la charge négative. La charge positive, on la retrouve dans les protons et la charge négative dans les électrons de tous les atomes qui constituent la matière qui nous entoure. Pour nous aider à comprendre, on va regarder une image juste ici, où on voit bien le fil de cuivre qui est constitué de plusieurs atomes de cuivre. Au centre, on voit le noyau, protons et neutrons, les protons qui ont la charge positive, qui sont prisonniers dans le noyau, qui ne pourront pas se déplacer. Et autour, on a des électrons qui tournent et qui, eux, vont pouvoir se déplacer d'un objet à l'autre. Plus précisément, les électrons les plus loin, qu'on appelle les électrons de valence. On voit aussi la gaine isolante de plastique autour qui protège des chocs électriques. Donc, parce que le plastique est un bon isolant, on va mettre ça autour des fils de cuivre pour éviter d'avoir des chocs. Ensuite, on peut dénombrer les charges électriques justement en utilisant une unité qui s'appelle le coulomb. Le coulomb, c'est un paquet de 6,25 x 10 à la 18 électrons ou protons. Alors, tout dépendamment du problème, vous allez pouvoir utiliser soit le paquet d'électrons ou le paquet de protons. Partez toujours avec cette donnée-là quand vous allez faire votre numéro de calcul de charge électrique en coulomb. Si un objet devient chargé positivement, c'est qu'il a perdu des électrons. Puis si un objet devient chargé négativement, c'est au contraire qu'il a gagné des électrons. On continue avec la loi des charges électriques. Donc, quand on parle de charge électrique, on a dit qu'il en existait deux. Bien, les possibilités sont les suivantes. On peut avoir deux particules de signe contraire qui vont s'attirer, comme ici une charge positive, une charge négative, ça s'attire. On peut avoir, deuxièmement, deux particules de signe identique qui vont se repousser, donc deux électrons ou deux charges négatives ici qui se repoussent. On pourrait aussi avoir deux charges positives qui se repoussent, ce serait la même chose. Et le troisième point de la loi des charges électriques, c'est qu'une particule chargée électriquement peut attirer certaines particules neutres. Je vous avais fait la démonstration où j'avais essayé de la faire avec une règle en plastique ou un autre morceau de plastique quelconque, des petits bouts de papier par exemple, où on peut voir ça avec le ballon en plastique qu'on frotte dans nos cheveux et qui va coller au mur par la suite. On continue avec les deux types de matériaux qu'on étudie dans cette section, soit les isolants et les conducteurs. Les isolants, vous devez connaître quelques exemples comme le plastique, le bois et l'eau pure. Pas l'eau du robinet, bien sûr, parce qu'elle contient des sels et des minéraux, mais l'eau pure ne conduit pas l'électricité, donc c'est un bon isolant. Dans les conducteurs, on a deux exemples à retenir. Les métaux, qui sont de bons conducteurs électriques, dans lesquels les électrons peuvent circuler facilement, et les solutions électrolytiques. Donc, si on a mis un acide, une base ou un sel dans l'eau, il faut absolument que ce soit dissous dans l'eau, cette solution-là va conduire l'électricité. On poursuit maintenant avec les deux types d'électricité. On a vu qu'il y avait l'électricité statique et l'électricité dynamique. On va commencer avec l'électricité statique. L'électricité statique, on parle à ce moment-là de charge au repos. Donc, c'est quand des électrons sont transférés d'un objet à un autre, mais qui restent au même endroit où il y a eu le frottement. Parce que la méthode qu'on voit cette année pour créer de l'électricité statique, c'est la charge par frottement. Comment est-ce qu'on va faire ça, une charge par frottement? On va venir frotter deux matériaux isolants, mais de nature différente, super important, parce que si je frotte deux matériaux identiques, de même nature, il n'y en aura pas un qui sera plus fort que l'autre pour arracher les électrons, donc il n'y aura pas d'électricité statique de créer. Exemple ici, je frotte une petite barre de plastique avec de la laine. Eh bien, au départ, la barre de plastique, elle avait autant d'électrons que de protons, elle était neutre, la laine aussi. Donc, avant le frottement, les deux sont neutres. Après le frottement, le plastique a acquis des électrons, il a volé des électrons de la laine, donc il devient chargé négativement, notre morceau de plastique ici, parce qu'il a volé des électrons à la laine. La laine, elle, devient chargée positivement parce qu'elle est maintenant en surplus de protons. Elle a perdu des électrons, donc elle est positive, le plastique est négatif. Il y a un outil qui va vous être donné à l'examen qui s'appelle la série électrostatique, juste ici. Et avec ça, vous pouvez trouver l'information à savoir est-ce que ce matériau-là attire plus ou moins bien les électrons qu'un autre matériau.
plus tu descends dans la série électrostatique, plus forte est l'attraction des électrons. Donc, si on compare des cheveux humains qui ont une faible attraction des électrons, hein, c'est placé dans le haut, avec du caoutchouc. Donc, quand on frotte un ballon en caoutchouc dans nos cheveux, c'est le ballon en caoutchouc qui va avoir tendance à devenir chargé négativement, donc à arracher des électrons aux cheveux humains qui ont, eux, une plus faible attraction des électrons. Il y a un autre exemple ici, c'est le ballon en plastique versus le ballon métallique. Si on frotte le ballon en plastique sur nos cheveux, la charge va bien rester à un endroit précis, c'est-à-dire l'endroit où on l'a frotté. On parle d'électricité statique. Les électrons ne peuvent pas se déplacer dans le plastique parce que c'est un matériau isolant. Alors que si je frotte un ballon à couverture métallique sur mes cheveux, il va y avoir des électrons, par exemple, qui vont être transférés au ballon, mais les électrons vont se répartir partout uniformément. J'aurai donc pas une accumulation de charge en un point. Je ne pourrais donc pas parler d'électricité statique parce que les charges vont s'être réparties, vont avoir bougé un petit peu partout. Ça, c'est parce que le métal qui recouvre le ballon est un bon conducteur. Dernière chose pour l'électricité statique, c'est la foudre. Donc la foudre, vous devez bien la connaître pour l'examen, son fonctionnement. En gros, on a un nuage, un cumulonimbus, et là, c'est un gros nuage. Ça fait qu'il y a une grande différence de température entre le haut et le bas du nuage. À l'intérieur du nuage, il y a des particules, des gouttelettes d'eau, des petits grêlons, toutes sortes de particules, des flocons de neige par exemple. Et là, tout ça va bouger suite à la convection créée par la différence de température. Les particules plus chaudes vont aller vers le haut, les particules plus froides vont descendre vers le bas, et ça va créer du frottement. Donc en se frottant, ces particules-là vont se charger d'électricité. Dans le bas, je vais me retrouver avec des particules chargées négativement et dans le haut du nuage avec des particules chargées positivement. Ça va induire dans le sol une charge positive parce qu'au départ, le sol, il était neutre. Mais là, tous les électrons vont avoir tendance à s'éloigner de la partie négative du nuage qui est quand même proche du sol. Fait que je me retrouve avec un sol positif. Et là, quand j'ai assez de charge accumulée dans le bas de mon nuage, il va y avoir l'éclair, la foudre, qui est une décharge électrique carrément, qui va amener une lumière vive et aussi un son qu'on appelle le tonnerre. Donc ça, c'est pour la foudre. On a terminé avec la partie sur l'électricité statique. Maintenant, l'électricité dynamique. Ça le dit, dynamique, ça bouge, c'est vivant. On parle donc de charge en mouvement. Ici, contrairement à l'électricité statique où on parlait de charge au repos. L'électricité dynamique va être observée surtout dans des circuits électriques. Donc, on a vu différents types de circuits. Ce qu'on a vu aussi, c'est que ça prenait 4 composantes au minimum pour faire un bon circuit électrique. Ça prend une source d'alimentation qui va fournir l'énergie nécessaire aux électrons. Fait que ça peut être une pile, une batterie, une source de tension comme on a utilisé en laboratoire. Ça peut provenir d'une centrale électrique aussi qui va fournir l'énergie aux électrons. Ensuite, ça va prendre des fils conducteurs pour permettre aux électrons de circuler. Ça va prendre au minimum un appareil qui transforme l'énergie électrique en une autre forme d'énergie comme une ampoule, un résistor, un moteur, un haut-parleur. Et au final, dernière chose, ça prend une boucle fermée. Donc, dans un circuit électrique, il faut que tout soit relié et que le circuit soit fermé, sinon les électrons ne pourront pas circuler. Il existe 2 sens au courant électrique, au déplacement des électrons dans un circuit. Il y a le sens conventionnel et le sens réel. Donc, un petit rappel, le sens conventionnel, ça a été créé au 18e siècle, avant même qu'on comprenne ce que c'était réellement l'électricité. Donc, on a dit, OK, on va se dire que le courant conventionnel, ce sont des charges qui vont sortir de la borne positive, donc du plus, et qui vont aller vers la borne négative, le moins. Mais en réalité, plus tard, quand on a compris ce que c'était que l'électricité, des électrons qui étaient en mouvement, on a réalisé que c'était plutôt des électrons qui sortaient de la borne négative pour se rendre vers la borne positive de notre source d'alimentation. Ça, c'est ce qu'on appelle le courant réel. Le courant réel, on le représente avec un E- pour électron, avec une petite flèche au-dessus. Et le courant conventionnel, lui, c'est un I majuscule avec une flèche sur le dessus. Donc, ça se peut que vous ayez à représenter ça dans des dessins de circuits électriques à l'examen. 2 types de circuits aussi qu'on a vus, le circuit en série versus le circuit en parallèle. Le plus simple, c'est le circuit en série. Dans le fond, on va regarder l'image ici. On a une suite d'éléments. On a une ampoule, une deuxième, une troisième ampoule qui sont placées une à la suite de l'autre.
En série, voulant dire qu'on ne laisse pas le choix, les électrons vont passer dans les 3 ampoules, une à la suite de l'autre. Il y a un seul chemin pour le passage des électrons. Ici, vous pouvez voir sur l'image, la flèche qui est représentée, elle représente le sens conventionnel du courant parce que ça sort du plus et ça va vers le moins. En réalité, si je voulais représenter le courant réel, je le représenterais dans l'autre direction, donc une flèche dans ce sens-là. Je pourrais mettre un E- avec une flèche dessus pour montrer qu'en réalité, le courant réel s'en va dans cette direction. Ça, c'est pour le circuit en série. Ce qui est important aussi ici de savoir, c'est que s'il y a une des parties qui ne fonctionne plus, imaginons que cette ampoule-là ne marche plus, le circuit va être ouvert, donc les autres ampoules ne pourront pas s'allumer, ne pourront pas fonctionner. Ça, c'est sûr, c'est un désavantage du circuit en série. Maintenant, le circuit en parallèle, on va avoir plusieurs chemins au passage du courant électrique. Fait qu'on a notre batterie ici. On voit par exemple le courant qui va pouvoir se séparer et passer dans 3 branches ici. Soit que les électrons vont passer dans l'ampoule 1, dans l'ampoule 2 ou dans l'ampoule 3. Donc, il y a 3 chemins possibles. Même chose ici, c'est une représentation différente pour la même chose. 3 chemins possibles pour les électrons, donc de passer dans une des 3 ampoules. Ici, ce qui est important aussi, c'est que s'il y a une des ampoules qui ne fonctionne plus, par contre, les autres chemins vont être toujours fonctionnels et les électrons vont pouvoir passer dans les autres branches et faire fonctionner les 2 autres ampoules. Donc ça, c'est le courant conventionnel qui est représenté, encore une fois, par la flèche qui va du plus vers le moins. Circuit en série versus circuit en parallèle. Vous aurez en dessiné, bien sûr, à l'examen. Voici les symboles que vous devez connaître par cœur. La pile, la batterie, c'est plusieurs piles collées les unes sur les autres. Un moteur, un ampèremètre, un voltmètre. Le résisteur, un interrupteur ouvert, un interrupteur fermé. La prise électrique, une ampoule, un fusible qui sert à nous protéger comme un disjoncteur si jamais il y a un trop grand courant électrique. Ça va se briser et empêcher le courant de passer. Et un fil conducteur qui est facile à dessiner, c'est tout simplement une ligne droite là, qui montre le fil conducteur. Dans nos habitations, je voulais vous montrer ça, c'est intéressant, le courant est en parallèle. Donc les circuits qu'on utilise dans une maison sont en parallèle. On peut le voir ici. Chaque pièce ou chaque prise électrique, en général, souvent ça fonctionne par pièce, va être branchée en parallèle aux autres pièces. Alors s'il y a un problème avec une des pièces, le disjoncteur va s'ouvrir, le courant ne pourra plus passer dans cette pièce-là, mais les autres pièces vont quand même être alimentées en électricité. Fait que ça, c'est un avantage du circuit en parallèle qu'on retrouve dans nos maisons. Dernière partie, les IUR, les 3 symboles qu'on a appris, qui représentent l'intensité du courant électrique, la tension électrique, ou la différence de potentiel, et R pour la résistance. Donc, l'intensité du courant électrique, c'est le nombre d'électrons par seconde qui circulent dans une section de notre circuit. On va mesurer ça en ampères à l'aide d'un ampèremètre qui doit être branché en série. Donc, super important. Je vais vous donner un exemple. Si tu veux brancher un ampèremètre, tu vas faire, exemple, une pile plus moins. Tu vas mettre ton ampoule ici. Et là, si tu veux insérer ton ampèremètre en série, il faut carrément effacer une partie du circuit et tu viens placer ton ampèremètre soit avant ou après. Donc, c'est un A dans un cercle. Et de cette façon-là, on ne laisse pas le choix. Les électrons n'auront pas le choix de passer dans l'ampèremètre et dans l'ampoule. C'est ce qu'on veut dire par brancher l'ampèremètre en série. Le voltmètre, lui, qui va venir mesurer la tension électrique ou la différence de potentiel, c'est-à-dire le nombre d'énergie que possèdent nos électrons. On mesure ça en volts. Mais le voltmètre, lui, on va le brancher plutôt en parallèle. Fait que je vous montre, ça a l'air de quoi? Brancher en parallèle, on va venir le brancher par-dessus la composante qui nous intéresse, celle dont on veut mesurer la tension. Donc, on repart avec une pile, notre même ampoule. Si je veux venir mesurer la tension, je vais mettre mon voltmètre par-dessus, de part et d'autre de mon ampoule. Et de cette façon-là, le voltmètre va mesurer la différence d'énergie des électrons à l'entrée et à la sortie. S'ils avaient 5 volts d'énergie avant d'entrer dans l'ampoule et qu'il leur en reste seulement 3 volts à la sortie, le voltmètre va nous indiquer que les électrons ont gaspillé 2 volts d'énergie. Alors le voltmètre, je répète, on le branche par-dessus la composante qui nous intéresse en parallèle, alors que l'ampèremètre, on vient l'insérer dans le circuit en série.
Et la dernière section, c'est la résistance qu'on représente par un R majuscule juste ici. Et la résistance, ça représente l'opposition qui est rencontrée par les électrons dans leur déplacement. Plus une composante est résistante, plus c'est dur pour les électrons de circuler. On va mesurer ça en ohms. On n'en a pas parlé en classe, il n'y aura pas de question sur l'unité de la résistance, vraiment de comprendre qu'est-ce qu'une résistance et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Puis dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans un circuit en série, on l'a vu en laboratoire, le courant, il est le même partout. Alors, le courant dans cette section ici va être le même, si je place un ampèremètre ici, ici ou ici, le courant serait le même partout. La tension, par contre, elle va être divisée. Si mes électrons avaient 6 volts d'énergie à leur sortie, ils vont gaspiller 2 volts dans la première ampoule, 2 volts dans la deuxième, 2 volts dans la troisième, de façon à ce que si j'additionne la somme de mes tensions dans chacune de mes ampoules va être égale à la tension qu'ils avaient au départ à leur sortie de la source d'alimentation. Dans le circuit en parallèle, c'est le contraire. Le courant, il va être divisé. Donc, les électrons vont sortir, une partie va passer dans l'ampoule 1, une partie dans l'ampoule 2, une partie dans l'ampoule 3. Donc, le courant serait divisé. Si j'avais 3 ampères, puis que les 3 ampoules sont identiques, bien, j'aurais 1 ampère de courant dans l'ampoule 1, 1 ampère dans l'ampoule 2, 1 ampère dans l'ampoule 3. La tension, elle va être la même partout parce que mes électrons qui sortent, exemple, avec 5 volts d'énergie ici, bien, ceux qui vont passer dans l'ampoule 1, ils vont gaspiller toute leur énergie. Donc, le 5 volts va être gaspillé ici. Même chose pour les électrons qui vont choisir ou prendre le chemin numéro 2. Leur 5 volts d'énergie va être gaspillé. Et ceux qui vont passer dans le chemin numéro 3, dans l'ampoule 3, ils vont gaspiller également leurs 5 volts d'énergie. Donc, vous avez remarqué en labo que ces 3 ampoules-là branchées en parallèle s'illuminent plus fortement que les 3 mêmes ampoules qui sont branchées en série parce que, justement, la tension, elle est divisée dans le circuit en série alors qu'elle est la même partout dans le circuit en parallèle. Voilà. C'est ce qui conclut la vidéo résumée du chapitre 5. N'hésitez pas à la réécouter autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi écouter les vidéos de Madame Aubu qui sont sur Canvas. Merci!